Place maintenant donc à la chronique de Philippe. Chaque semaine, on décrypte une économie autour du rugby. Et là, eh bien, on va évoquer le Japon, parce que ce soir, il y a la première journée de cette League One. C'est la première division du Japon, avec ce match entre les Spears de Kubota et les Wild Knights. J'espère que je le dis bien. Le match est finalement reporté. C'est coup dur. Le match est reporté. Voilà, on vient de l'apprendre. Le match est donc reporté. Les rencontres ont lieu demain, avec notamment quelques clubs assez connus, les Toshiba Brave Lupus, les Suntory Sun Goliath. Voilà quelques clubs avec de très grands joueurs sur le terrain. De très grands joueurs, et prochainement Rory Arnold, le deuxième ligne de cette équipe du Stade Toulousain, Philippe Spanghero, qui va retrouver le Japon, direction le Japon, pour probablement un salaire mirobolant. Oui, probablement les salaires sont très élevés au Japon. Donc pour revenir au rugby japonais et à son évolution, en quelques chiffres, l'appétit du côté japonais a été grandissant pour le rugby suite à cette édition de la Coupe du Monde 2019, qui a été l'édition des records pour World Rugby. En quelques chiffres, 4 milliards d'euros de retombées économiques pour le pays versus 3 milliards en 2015 pour la Coupe du Monde anglaise. Le Japon, c'est 125 millions d'habitants. Ils ont fait 53% de part de marché, plus de 60 millions de téléspectateurs pour leur match contre l'Écosse qui les a qualifiés. C'est des chiffres jamais vus au Japon. Et puis ensuite, plus généralement, c'est plus de 850 millions de téléspectateurs cumulés. Là aussi versus 670 millions en 2015 en Angleterre. Donc, ça a montré aux dirigeants du rugby japonais qu'il y avait un marché, que les Japonais sont un peuple très très fier, et que leur équipe nationale leur plaisant et leur donnant envie. Ils ont vu cet attrait pour le rugby grandir, et ils se sont dit qu'il fallait monétiser tout ça et changer la formule. Alors la formule, elle avait été créée en 2003, ça s'appelait la Top League. C'était un championnat d'entreprise historiquement qui mêlait des joueurs de rugby semi-professionnels à des salariés des grandes entreprises japonaises. Qui comme ça transmettait aussi le nom de l'entreprise, ça faisait un peu de publicité aussi. Exactement, c'était un schéma de championnat d'entreprise corpo quoi, comme on pouvait le connaître en France, un peu mieux structuré, qui a attiré au fil du temps de grands joueurs, mais c'était des one shot. L'intérêt pour ces grands joueurs, c'est que les saisons sont extrêmement courtes, c'est des championnats de 12 équipes avec des formules très rapprochées. Les championnats durent moins de 5 mois, et ça va être encore plus rapide avec cette nouvelle formule donc qui vient d'être créée, qui s'appelle la League One, avec 12 équipes en première division. Ce championnat, il va durer moins de 5 mois. Donc, c'est aussi quand même un argument pour les joueurs. 16 journées seulement. Ça va se terminer. La saison régulière s'arrête le 8 mai. C'est ça. Court, Et les revenus sont extrêmement élevés. Surtout quand on les ramène, sur la période. Voilà, aujourd'hui, sans donner de chiffres trop précis, mais des grands joueurs des Springboks notamment ont été attaqués par des clubs japonais à plus de 850-900 000 dollars la saison pour 5 mois. Pour même pas 5 mois. Incroyable. Ramener au match, ça fait de très très grosses sommes. Et donc aujourd'hui, ce qui fait que ce championnat japonais, il n'est pas vraiment en concurrence avec le top 14 ou même la premiership anglaise, c'est le niveau sportif. Parce que les joueurs qui sont jeunes et qui ont encore de l'ambition sportive vraiment affichée, de sélection nationale, de titres, etc., le Japon ne répond pas à ces attentes-là. On est quoi sur à quel niveau autour de la Pro D2 par exemple? Pas dans le style de jeu, mais dans le niveau global. On est autour de ça, tu penses? De ce que m'en dit ceux qui connaissent bien ce championnat, oui, c'est du milieu de tableau Pro D2, mais il y avait beaucoup de disparités aussi jusqu'à présent. Et une partie des clubs, c'était plutôt du niveau national pour certains. Donc c'était quand même assez faible. Donc vraiment, les motivations des grands joueurs qui allaient là-bas, elles étaient que financières. Mais là, par contre, il y a une vraie ambition de la part
des dirigeants japonais. En quelques chiffres, ils prévoient de créer un championnat capable de générer 350 millions d'euros de revenus par an. Énorme. Ce qui est colossal quand on voit le top 14 qui aujourd'hui est la référence en termes de championnat du rugby mondial d'un point de vue économique, qui a un budget d'environ 135-140 millions d'euros par an. On parle de 2 fois et demi le budget du rugby français. Alors bon, le pays en lui-même a du potentiel de 125 millions d'habitants. C'est un pays qui est riche, qui a de très grandes entreprises qui commencent à s'intéresser au rugby, mais ça donne quand même une échelle. Ça deviendrait de très loin la plus grosse économie du rugby mondial d'un point de vue national. Donc là, si demain les Japonais arrivaient à fédérer ces énergies et à structurer un budget comme ça, ils deviendraient très compétitifs d'un point de vue sportif et ils deviendraient une vraie menace pour le rugby du Nord. Est-ce que tu penses que le fait qu'ils soient placés sur un fuseau horaire proche de ce qui est en Nouvelle-Zélande, en Australie, on sait qu'il y a une très grosse diaspora japonaise, notamment en Australie, mais aussi en Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est quelque chose qui peut jouer? Est-ce que on peut imaginer peut-être des joueurs qui ont peut-être un avenir bouché parfois en Australie, en Nouvelle-Zélande, aller tenter leur chance de façon très sérieuse au Japon et devenir des joueurs professionnels référencés là-bas? Pour moi, naturellement, des rapprochements vont se créer entre le Japon et le rugby de l'hémisphère sud. D'abord parce que le rugby de l'hémisphère sud, pour continuer à exister, peut-être que l'argent est au Japon sur la partie, j'ai envie de dire, sur cette partie-là du globe dans le monde du rugby. Peut-être que l'argent, elle est plus au Japon qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. De toute façon, c'est le cas. Le Japon, c'est 125 millions d'habitants. La Nouvelle-Zélande, c'est 4 millions d'habitants. 4 millions d'habitants. Ils ont beau avoir les All Blacks, ça suffit pas à monétiser à l'échelle d'un pays de 125 millions d'habitants qui est très riche. L'Australie, c'est pareil, il n'y a pas la même économie et la même puissance industrielle que le Japon. Donc, bien sûr que le Japon peut tirer le rugby de l'hémisphère sud vers le haut. Il y a d'abord la question de savoir où va jouer l'équipe nationale du Japon qui a besoin d'évoluer. On voit qu'elle progresse à chaque Coupe du Monde, mais elle manque de récurrence dans les matchs de très haut niveau pour avoir une équipe nationale qui ait des ambitions encore plus importantes. Donc, pourquoi pas rejoindre le Rugby Championship, le Four Nations. Et puis ensuite, éventuellement, des provinces japonaises pourraient se créer. C'est vrai que le Four Nations, c'est important parce que je pense qu'à tout moment, ils peuvent dire, écoutez, on met tant de millions et on veut intégrer ça. Et je pense que ça va convenir à tout le monde. Mais de toute façon, quand on voit ce qu'a généré la Coupe du Monde, ce serait de toute façon une énorme opportunité pour le Four Nations parce que quand on voit ce que l'équipe nationale arrive à générer en termes de téléspectateurs, ça ferait exploser les droits télé de la compétition. Donc forcément après tout ça va dans un pot commun et ça sert tout le monde. Je pense que ce rapprochement entre le Japon et le rugby de l'hémisphère sud va s'opérer assez rapidement. Merci beaucoup Philippe Spanghero, très, très bon éclairage sur le Japon. Quentin Kamenisz, le Japon qui veut déjà une prochaine Coupe du Monde. Exactement, et ils sont déjà en discussion avec World Rugby pour savoir quand est-ce qu'il faut candidater pour pouvoir avoir une Coupe du Monde assez rapidement. Et pour le moment, on parle de la date de 2035 pour les Japonais qui, donc, en 40 ans, auraient eu 2 Coupes du Monde, mais pas en 30 ans. Le sujet Japon continue dans un instant sur Sud Radio avec la question de Julien Thomas pour Philippe Spanghero. Mais d'abord, on va faire un petit point sur l'information.